Bienvenue à vous, adeptes du royaume de l'épouvante, disciples des sorcières, adulateurs de vampires, fanatiques de ghouls, chasseurs de fantômes et autres hérétiques que vous pouvez être. Nous allons profiter de cette nuit de pleine lune pour sillonner la dense et mystérieuse jungle qu'est celle de l'horreur, plus particulièrement celle liée aux comics. Maxwell Ginsberg, alias Max Gain, est un éditeur américain considéré comme l'inventeur du comic book. Au départ, il était perplexe quant au métier qu'il voulait faire. Mais un jour, en fouillant dans ses vieux cartons, il retrouve de vieux comic strips qu'il avait jadis découpés dans des magazines. C'étaient des petites bandes dessinées racontant des histoires en quelques cases seulement. Cette trouvaille lui donne alors l'idée de relier ces petites histoires afin d'en faire des magazines dédiés. C'est ainsi qu'il publie le premier numéro de Famous Funnies en 1934. Qui devient ainsi le premier comic book. Au vu de l'incroyable succès du magazine, d'autres vont voir le jour, comme New Fun, édité par le major Malcolm Weller Nicholson, sous sa maison d'édition National Allied Publications, qui deviendra DC Comics quelques années plus tard. C'est à l'intérieur de New Fun numéro 6 en 1936 que va être publiée l'une des premières histoires d'horreur, avec le premier numéro de la série Dr. Occult. Écrite par Ledger et dessinée par Ross, ces deux pseudonymes sont en vérité ceux de Jerry Siegel et Joe Shuster, qui sont ni plus ni moins que les créateurs de Superman. Et alors que les comics existaient déjà depuis quelques années, c'est véritablement en 1938, après la création de l'Homme d'Acier, que la bande dessinée américaine va connaître son apogée avec l'âge d'or. Mais si ça se vendait par millions à l'époque, ce n'était pas pour rien. En plus de son prix ridicule, de sa révolution en termes de format, de l'attrait pour les super-héros et de sa très grande distribution, l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale n'a fait qu'amplifier l'attrait des lecteurs patriotes. Les politiciens américains étaient donc très heureux d'avoir les héros de bande dessinée tels que Superman ou Captain America de leur côté, afin d'appuyer leurs idéaux. Mais vous allez voir que l'amour entre les scénaristes et le gouvernement américain ne durera pas bien longtemps. Souhaitant surfer sur le succès du troisième film de la série d'Universal, l'éditeur de Price Comics publie en 1940 ce qui est probablement la première série d'horreur, avec sa version remaniée de Frankenstein. C'est durant les années 40 que l'éditeur Gilberton va poursuivre dans cette voie en adoptant les classiques de la littérature fantastique en bande dessinée, sous la série Classic Comics. Après Les Trois Mousquetaires, Moby Dick et bien d'autres encore, c'est dans le numéro 12 en 1943 qu'est contée la légende de Sleepy Hollow, suivie très rapidement de Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans le numéro suivant, puis Frankenstein dans le numéro 26, 2 ans plus tard, en 1945. C'est véritablement en 1947 que les séries d'horreur vont s'orienter pour un public plus adulte, avec le comics Harry de chez Avon Publications, une anthologie horrifique qui ne dépassera malheureusement pas le premier numéro. Mais gardez bien le nom de Harry en tête, car il va ressurgir de sa tombe bien des années plus tard. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de Max Gain. Souvenez-vous, c'est celui qui a créé le comic book en 1934 avec la série Famous Funnies. Mais en plus de ça, il est aussi directement impliqué dans la création de Superman, car en 1937, lorsque deux jeunes amateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, lui présentent leur super-héros à slip rouge, ce dernier réussit à convaincre ses amis Harry Donenfeld et Jack Lebowitz, qui avaient entre-temps récupéré l'entreprise National Allied Publications, de publier l'histoire de ces deux artistes ayant déjà travaillé pour leur maison d'édition dans le passé, notamment avec la création de la série du Dr. Occult. Et c'est ainsi que Superman fut publié dans le premier épisode de leur nouvelle série Action Comics en 1938. En très bons termes avec ses amis suite au succès de Superman, Max va créer de son côté une nouvelle maison d'édition, du nom d'All American Publications. C'est en collaboration avec ses deux amis de chez DC Comics qu'All American Publications va enfanter de Green Lantern, Flash et Wonder Woman. D'ailleurs, cette dernière est née pour contrer les critiques des premiers opposants aux comics. C'est donc accompagné de psychologues que Gain va produire de nouveaux super-héros ayant pour but d'être des modèles très positifs, pacifiques et luttant bien plus avec leur cœur qu'avec leurs poings. Désireux de faire une nouvelle fois évoluer les comics, et suite à un désaccord avec les patrons de DC, il va vendre sa maison d'édition et ses personnages pour se consacrer à une autre entreprise qu'il avait créée quelques temps plus tôt, Educational Comics, destinée à publier des bandes dessinées éducatives et bibliques. Mais en août 1947, Max meurt dans un accident de bateau. C'est finalement son fils, William Gain, alias Bob, qui hérite de la société de bande dessinée, sous la demande de sa mère.
Il garde alors les initiales d'Educational Comics, mais les change en Entertaining Comics. Aussitôt, il lance une nouvelle série d'anthologies, destinée à un public plus mature, nommée International Comics, contenant des fictions policières, médiévales et humoristiques. Après 5 numéros, le nom change en International Crime Patrol, sans recommencer la numérotation à 0, puis supprime le International dès le numéro suivant pour finalement être renommé une nouvelle fois en Crime Patrol. Désireux de proposer un peu d'horreur, il va une énième fois changer le titre de la série pour Crypt of Terror pendant 3 numéros, avant de choisir définitivement le cultissime Tales from the Crypt en 1952 à partir du numéro 20. Ouf, oui, on peut le dire, le gars, il a un petit peu hésité. Je vais vous passer les détails, mais nombreuses seront les séries qui connaîtront un parcours aussi chancelant. Ainsi, Bill Gain va proposer plusieurs thématiques pour chacune de ces séries, proposant à chaque fois plusieurs courtes histoires ne dépassant que très rarement les 8 pages. De l'horreur pour Tales from the Crypt, Vault of Horror et Haunt of Fear, de la science-fiction avec Weird Science Fantasy, de la fiction policière avec Crime Suspense Story, de la guerre avec Frontline Combat, de l'humour avec Mad, et toutes ces thématiques mélangées dans Shock Suspense Stories. Si les comics commençaient déjà à se faire quelques ennemis au début des années 40, c'est à la fin de cette décennie que les choses vont vraiment commencer à se compliquer. Surtout pour William et sa maison d'édition. Publiant toujours plus de récits d'horreur, choquants, adultes, à humour noir, mais aussi et surtout politique, il sera la cible numéro 1 des détracteurs de comics. Affirmant que les comics avaient des effets nocifs pour les enfants et qu'elles étaient l'une des principales sources de délinquance juvénile, le numéro 22 de Shock Suspense Stories servira d'appui lors d'un comité sénatorial centré autour de la criminalité des jeunes. Mais les parents n'étaient pas les seuls inquiets face aux histoires de ces comics. Certains hommes d'État étaient aussi en première ligne de mire pour tenter de censurer les discours qui ne représentaient pas leurs idées politiques. C'est ainsi que naquit le Comics Code Authority en 1954, afin de censurer au maximum la bande dessinée américaine avec par exemple l'interdiction des mots crime, horreur et terreur dans les titres des BD. William Gain était alors directement visé, lui qui publiait des titres comme Crime Stories et The Vault of Horror. Et même si beaucoup de ces règles semblent logiques dans la mesure où le jeune public avait accès à ces séries, les éditeurs vont très vite faire face à pas mal de dérives et d'abus. L'exemple le plus parlant et le plus triste reste celui autour d'Incredible Science Fiction numéro 33, publié en 1956. Dans cet ouvrage se trouve le récit Judgment Day, une réimpression déjà parue en 1953 dans Weird Fantasy numéro 18. L'auteur de cette histoire tentait de dénoncer la ségrégation et le racisme dans le pays, mais ça ne plut pas à l'un des administrateurs du Comics Code, un certain juge, Charles Murphy. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous invite vivement à aller écouter le podcast d'une quinzaine de minutes de Chris, qui vous résume parfaitement cette sombre histoire. Le lien se trouve dans la description. Après avoir été condamné par la presse, et suite à son échec face au comité sénatorial, Bill devint l'un des parias de l'édition, et c'est par palette que les distributeurs lui renvoyèrent les invendus de ses comics. C'est finalement pour s'échapper de cet univers bien triste qu'était devenue la bande dessinée américaine que Bill William Gaines va laisser tomber ses Comics pour se consacrer principalement à son magazine Mad, qui était lui non régi par le CCA. Si la maison d'édition est morte en 1956, l'esprit EC Comics déambule toujours au-dessus du monde de l'horreur, son héritage porté fièrement par ses fidèles. C'est pourquoi de nombreuses séries se sont très fortement inspirées de celles proposées par Gain. Mais avant de continuer de parler de BD, je vous propose un petit entracte pour nous intéresser au cinéma. La première adaptation cinématographique des EC Comics est Tales from the Crypt, ou Histoire d'outre-tombe en français, sorti en 1972. Puis une seconde sort l'année suivante, intitulée The Vault of Horror, ou Le caveau de la terreur. Et après avoir touché les passionnés de cinéma, le gardien de la crypte s'attaque au petit écran, avec la série des Contes de la crypte en 1989, qui compte tout de même plus de 90 épisodes. Mais le malin qu'il est n'a pas non plus épargné les enfants, puisqu'en 1993 débarque Tales from the Crypt Keeper, renommé Creepshow en France. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous laisse rejoindre Wolf in Motion qui a sorti une vidéo encore toute chaude sur la version enfant de l'horrible protecteur des caveaux. Au vu du succès de la série présentée par Le Cadavre, celle-ci va engendrer 3 films, Le Cavalier du Diable, La Reine des Vampires, ainsi que Ritual. Mais après avoir marqué toute une génération, il fallait bien se douter que quelques clones montreraient le bout de leur nez. Et c'est ainsi que les histoires d'anthologie d'EC Comics inspirèrent un grand nombre d'artistes du cinéma, tels que George Romero, Stephen King ou bien encore John Carpenter, qui marcheront tout droit dans les pas d'Entertaining Comics. Darkseid, les Contes de la Nuit Noire, Petit Cauchemar avant minuit, Necronomicon, Terror Track, Tales from the Grave et bien d'autres films proposeront des histoires d'horreur sous forme d'anthologie.
D'ailleurs, après avoir écrit Creepshow en 1982, Stephen King va très rapidement adapter le film en un comics illustré par le très grand Bernie Wrightson. Et incroyable mais vrai, mais c'est en 2022 que la licence est déterrée pour proposer une nouvelle série de comics d'anthologie en 5 numéros, scénarisés par de grands noms tels que le bad scénariste Paul Dini. Mais si je dois désigner la série live qui retranscrit parfaitement l'esprit EC Comics d'origine, ce n'est autre que la 4ème dimension de 1959, un programme culte et qui fait encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Cette anthologie d'histoires fantastiques, étranges et pessimistes, avait pour but de choquer les spectateurs avec des fins inattendues et régulièrement des sujets faisant écho à la société américaine de l'époque. En gros, exactement comme les BD de Gain Jr. Ainsi, avec tous ces exemples, vous remarquerez bien qu'Entertaining Comics n'a pas seulement laissé sa marque dans l'histoire de la bande dessinée, mais dans celle de toute la pop culture. Après ce petit interlude télévisuel, il est grand temps de retourner auprès de nos cases blanches préférées pour s'intéresser à l'autre grande reine de l'horreur de la bande dessinée, j'ai nommé la maison Warren Publishing. James Warren est un artiste et écrivain ayant travaillé dans la publicité au cours des années 50. Étant en admiration devant le magazine pour adultes de Hugh Hefner, Jim décide en 1957 de lancer son propre périodique du nom de After Horse. Ce dernier ne durera que 4 numéros, puisqu'il a directement conduit à son arrestation pour obscénité et pornographie. C'est l'année suivante, en 58, qu'il crée le mensuel Famous Monster of Fimeland, avec l'écrivain, producteur, éditeur et scénariste américain de science-fiction Forrest G. Ackerman. À l'intérieur de cet ouvrage, qui n'est rien d'autre que le tout premier magazine au monde consacré à l'horreur, nos deux fans de SF et de monstres proposaient des articles, des photos de coulisses, des informations sur les stars et bien d'autres sujets centrés autour des affreux du cinéma. Après le succès des premières ventes, l'éditeur décide de lancer un clone du nom de Monster World, qui reprend quasiment le même type de contenu que l'original à une petite particularité près, puisqu'il va inclure des petites histoires d'horreur rappelant énormément les travaux de Gain et de ses équipes. Mais après l'échec de ce mensuel, Warren décide de rebondir avec un nouveau format, étant alors de relancer la vague d'horreur qu'avait abandonnée EC Comics. Bien décidé à récupérer les anciennes vedettes ayant autrefois travaillé pour la maison abandonnée, James Warren leur propose du travail au sein de sa nouvelle série du nom de Creepy en 1964, et dès l'année suivante, pour sa petite cousine, Harry. Cette dernière était semblable en tout point à la première. Son but était alors de créer une concurrence. Ainsi, les lecteurs se chicaneraient afin de savoir quel magazine était le meilleur entre celui du chétif oncle Creepy et celui du charnu cousin Harry. Sous forme de magazine, elles n'étaient alors pas soumises aux restrictions du Comics Code Authority, puisque de par leur format et leur rayon de vente, ce n'étaient pas des comics à proprement parler. Suivant toujours un peu plus le chemin emprunté par EC Comics, Jim publie en 1965 la série Blazing Combat, au thème anti-guerre très controversé, à une époque où le pays était en guerre contre le Vietnam. Mais à la fin des années 60, la maison de Jim était au plus mal, aussi bien artistiquement que financièrement, et c'est en se rappelant d'un projet qu'il avait noté sur un coin de feuille après le visionnage du film Barbarella, et en se rappelant de ses débuts dans l'édition, que notre homme tenta le diable en lançant une 4ème série, une fois encore axée sur l'horreur. Du nom de Vampirella, cette série, au début très incertain, sera finalement celle qui permit à Warren Publishing de remonter la pente face au succès phénoménal de la séduisante vampire. Mais on va passer très rapidement à un autre sujet, car je me réserve une vidéo entièrement dédiée à ce personnage fascinant. Après avoir réussi à relancer et sublimer l'horreur en bande dessinée, Warren Publishing déclare faillite en 1983, à cause de la chute des ventes des magazines passés de mode, mais aussi à cause de la mauvaise santé de son président, James Warren. Les droits seront rachetés et Vampirella connaîtra de nombreuses nouvelles aventures, pendant qu'Harry et Creepy ne connaîtront que réimpression pour les joies des lecteurs trop jeunes pour avoir connu l'âge d'or de l'horreur en bande dessinée. Et maintenant que vous connaissez l'histoire des comics d'horreur, il est grand temps de vous dévoiler les secrets de ces magazines devenus cultes aujourd'hui. Que ce soit Tales from the Crypt, The Vault of Horror ou The Hunt of Fear chez EC Comics, ou encore les Creepy et Harry chez Warren, ces dernières étaient toutes des anthologies d'histoires horrifiques présentées par un hôte bien spécifique. Le fameux gardien de la crypte, celui du caveau, la vieille sorcière, l'oncle Creepy, ou encore le cousin Harry. Ils étaient tous des personnages qui vous accueillaient pour vous présenter leurs histoires, souvent en compétition les uns avec les autres. Ils n'hésitaient pas à se chamailler, ni même à monopoliser les pages de leurs compères. La recette de leurs histoires, si simple soit-elle, n'était cependant pas des plus faciles à réaliser, car les modus operandi des auteurs étaient d'écrire des histoires ayant systématiquement des chutes inattendues, surprenantes et uniques, ayant pour but de choquer le lecteur. Mais au vu des scénaristes de talent, l'objectif était bien souvent remarquablement réussi.
De par son format d'anthologie, aux histoires courtes et indépendantes les unes des autres, les lecteurs n'avaient pas à hésiter dans l'achat des magazines, car il y avait forcément une histoire pour leur plaire. En plus de leur écriture soignée et de leur narration intrigante, les IC Comics abordaient bien souvent des problèmes politiques et sociaux, du racisme à la consommation de drogue, en passant par les inavouables mauvais côtés de l'homme, celui avec un H majuscule. Les auteurs pouvaient ainsi distraire les lecteurs tout en les faisant réfléchir, que ce soit consciemment ou non, avec leurs récits habilement moralisateurs. Mais qui dit bande dessinée, dit illustration, et de ce côté aussi, les deux maisons d'édition, et surtout celle de Warren, ont eu la chance d'avoir de véritables magiciens à leur côté. Richard Corben, Joe Orlando, Steve Ditko, Neil Adams, et bien d'autres légendes, au point que je ne pourrais tous les énumérer. Et s'il faut retenir un seul nom parmi eux, je choisirai celui de Frank Frazetta, qui, pour moi, représente le mieux Creepy and Airy. Après avoir travaillé pour IC Comics, National Comics et Avon entre 1950 et 1964, c'est cette même année qu'il rejoint Warren Publishing pour illustrer quelques histoires, mais surtout pour produire de magnifiques couvertures ayant directement leur place dans un musée. C'est à partir de cette même époque qu'il va se consacrer à la peinture, afin d'illustrer des magazines, des livres et des affiches de films, si bien qu'il va établir à lui seul une toute nouvelle norme visuelle pour la science-fiction. Un style qui va inspirer de très nombreux artistes de la nouvelle génération. Vous avez probablement aperçu l'une de ses œuvres, que ce soit avec les couvertures d'Airy and Creepy, de ses travaux sur Vampirella, de Barbarian, Tarzan ou bien encore John Carter. La dernière raison que j'aimerais mettre en avant concernant le succès de ces comics est la relation un peu particulière que la maison entretenait avec ses lecteurs. En plus de leurs lettres qui apparaissaient entre les pages du magazine, la EC Crew proposait des événements pour les fans ainsi que le National EC Fan Addict Club. L'adhésion à ce club n'offrait pas grand chose de plus au lecteur, si ce n'est que l'obtention d'un kit comprenant un certificat officiel, avec un petit mot à l'humour très satirique, digne de celui que l'on pouvait retrouver à l'intérieur des publications. Vous l'avez compris, je suis totalement tombé sous le charme des comics d'horreur lancés par IC et bonifiés quelques années plus tard avec Warren Publishing. Cependant, il faut avouer que je n'ai jamais ressenti aucune sensation de peur ou d'effroi en lisant ces récits, ni même aucun autre d'ailleurs, car je trouve que le média de la bande dessinée n'est pas le plus approprié pour ressentir ce genre d'émotion. Que vous soyez intrigué, absorbé, subjugué par le récit d'un comics, ou inquiet pour les personnages que vous chérissez, oui, mais que vous ressentiez de la peur, ou même la moindre chair de poule, j'ai un peu de mal à le concevoir. Cependant, vous l'avez certainement compris, mais on ne lit pas Tales from the Crypt ou Creepy pour avoir peur, surtout en 2023, mais essentiellement pour l'univers infiniment riche en monstruosités qu'ils proposent, pour leurs courtes histoires aux fins marquantes et pour tout ce qu'ont apporté ces œuvres à l'histoire des comics et de l'horreur plus généralement. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller fortement de tenter l'aventure, ne serait-ce qu'avec un seul comics que propose Achilleos ou Delirium dans de magnifiques éditions françaises. En effet, Achilleos nous propose quasiment toutes les séries créées par IC Comics, tandis que Delirium, de son côté, a édité le catalogue de Warren Publishing. Si vous aimez l'horreur, Achilleos propose 4 tomes pour la série The Hunt of Fear, 5 pour Tales from the Crypt, ou une seule magnifique intégrale de plus de 880 pages, pour plus d'une centaine d'histoires de la mythique série du Gardien de la Crypte. Si vous êtes plutôt science-fiction, la même chose a été éditée pour Weird Science, qui fut à la base publié en 3 tomes, tout comme pour Weird Fantasy. Si vous êtes plutôt thriller policier, lancez-vous sur Crime Suspense Story, pendant que les fans de récits en haute mer vont se jeter à l'eau pour Piracy. Et pour terminer avec Achilleos, les histoires de guerre sont en première ligne avec Frontline Combat et Two Fist Tales. Chez Delirium, l'horreur est magnifiquement représentée, avec les 3 tomes de Creepy, les 2 de Airy et celui de Vampirella, qui devrait bientôt avoir un second tome d'ici les mois à venir. Si vous voulez mon avis concernant le choix d'un seul livre parmi tout le lot, je conseillerais Creepy tome 1, pour les jeunes aventuriers qui ont un peu peur du rétro et du verbeux, car les histoires sont un peu plus récentes et ça se sent beaucoup dans l'écriture et le visuel. Par contre, si vous êtes un véritable archéologue des comics, qui n'a pas peur de la poussière et des cases remplies de texte, alors sautez sur l'intégrale de Tales from the Crypt chez Achilleos. Et si vous êtes réfractaire au noir et blanc et au vieillot, alors je vous invite à aller lire Ice Cream Man chez Huggin et Menin. Mais ça, c'est Beaumasque qui vous en parlera mieux que moi dans sa vidéo. Mais en attendant, posez-vous tranquillement dans votre fauteuil, allongez-vous dans votre lit, fermez les rideaux et laissez-nous vous raconter une petite histoire. Salut les cools. Alors, ça roule? Inutile de me répondre car c'est ce que je m'apprêtais justement à vous dire. On raconte qu'une chose amusante est arrivée à un gars que je connais pendant qu'il roulait sur les petites routes des collines du Tennessee. Quelle chose? Mais voyons, la chose dans le puits. Fichue route de campagne. Où diable suis-je donc? Il doit y avoir des kilomètres d'ici à la route principale.
Mais que... Le fracas de l'accident s'estompa, et le silence tomba. La pluie devint une brume. Dans l'auto, le conducteur, Ted White, revint à lui, enveloppé de souvenirs troubles. L'argent. Le boss va vérifier le coffre aujourd'hui. Il verra que je l'ai pris. Des souvenirs brouillés qui noient la réalité. Et même l'étrange appendice qui enserre le corps de White le soulève de l'épave. La police m'attend. Chez moi, dois m'échapper, changer d'état, me perdre dans les collines. Une prise de conscience aiguë, brûlante, s'imposa à l'esprit confus de White. On l'emportait. Mais où cela? Et qui? Ou quoi? Il se réveille, man. Tout doux, étranger. L'accident vous a rudement secoué. Heureusement, mon garçon a pu vous ramener ici. Oh, où suis-je? Est-on loin de la ville la plus proche? Je n'en sais rien, étranger. Ici, on vit à l'écart du monde. Vous voyez, Papa a toujours dit qu'on était différents des autres. Alors on est resté entre nous. On était une grande famille. Maintenant, on n'est plus que 3. Moi, mon garçon, et la chose dans le puits. Qu'était-ce donc? Allumer une lumière? T'es calme, étranger. Il n'y a pas de lumière ici. Man et moi, on n'en a pas l'usage. On est aveugle, mais nos autres sens sont tous bons. On se débrouille. Mais ce cri affreux! C'est la chose. Il faut la garder sous clé. Mon autre enfant. Pas a dit qu'elle est trop horrible et dangereuse pour que quiconque la voie. Ça les rendrait fous. Au pire. Suivez-moi, étranger. On va vous trouver un lit pour la nuit. Non, non, je dois m'en aller. Ne soyez pas idiots, étrangers. On est très loin des autres gens et de la ville. Et ces collines pullulent de bêtes sauvages. Vous serez mieux ici. En dehors, la pluie avait repris, violente et sans répit, comme si la nature elle-même voulait que White passe la nuit dans cette étrange demeure. Ce doit être des espèces de mutants, aux gènes pervertis, pour produire une telle famille. Cette odeur! C'était la chambre du cousin Jed. Il est tombé malade et il est mort. On a mis longtemps à s'occuper de lui. Ça finira par s'aérer. Dans quoi me suis-je fourré? S'ils sont aussi hideux, à quoi peut bien ressembler cette chose? L'épuisement prit le pas sur la peur. White sombra dans un sommeil agité. Mais bientôt... Que? La chose? Elle hurle à nouveau? Les nerfs de White craquaient. Il s'habilla en hâte et, avec précaution, ouvrit la porte. Je n'en peux plus. Je pars d'ici. Minute. Quelqu'un descend l'escalier. Le fils. Où va-t-il avec ce plateau? On dirait de la viande crue. Je vais le suivre. Il me conduira sûrement hors de cette maison de fous. Des éclairs, soulignés de coups de tonnerre, permirent à White de suivre l'être difforme qui s'enfonçait dans les ténèbres de la vieille bâtisse. Maudite maison. Il n'y a pas une lumière. Mais il ne sort pas. Il descend encore. Dans le cellier. Il jette la viande dans ce trou. Ce doit être le puits où il la garde. C'est l'heure du repas pour cette chose. Tu as fini de la nourrir, petit? Oui, man. Attends. J'entends respirer. C'est l'étranger. Il est tout près. Attrape-le, petit. Il se dirige vers le puits. Je l'entends. Je l'aurai. Non! Tous les instincts de White lui criaient de fuir. Mais son regard était irrésistiblement attiré par le puits obscur. Je dois savoir. Que fais-tu, étranger? Ne regarde pas! Ne regarde pas au fond! Arrière! Cela te rendra fou! Mon Dieu! Elle est superbe, mais rester enfermée ici si longtemps a dû la rendre folle. Je vais la sortir de là avec ça. Non, non, tu ne dois pas la relâcher. Elle est horrible, dangereuse pour les autres. Que Ton faites-vous? visage, Vous êtes oui, folle! l'est comme Ne me touchez pas! celui de ma fille. Tu es déformé, tout comme elle. Ta place est là-dedans, avec elle. Non! Je dois sortir d'ici. Mais comment? Un instant, on dirait... La corde! Elle a dû tomber dans le puits. Je vais... Non,
Ce n'est pas la corde. C'est... Vous voyez, papa a toujours raison. Mais c'est une fin très touchante. Ils pourront passer le restant de leur jour ensemble à se tenir par la main, par les tentacules. Maintenant, remuez vite vos petites pattes jusqu'à notre récit suivant. Et bien voilà, j'espère vraiment que cette grosse vidéo qui m'a demandé un énorme travail de recherche, de lecture et d'écriture vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir avec des likes, des commentaires et des partages, ainsi que financièrement sur Tipeee. N'hésitez pas non plus à aller voir le travail de mes collègues, Chris et son podcast sur le récit Judgment Day DC Comics, la vidéo de Wolf in Motion sur Creepshow, ainsi que celle de Bomask sur Ice Cream Man, qui n'est rien d'autre que le nouveau maître de l'horreur en termes de récits d'anthologie. Sur ce, je vous dis merci encore, et à très bientôt, Terrien.